bienvenue au Polysécure, épisode pour les PME. Je suis accompagné de Emeline. Et bonjour. Ça va bien? Oui, toujours un plaisir d'être là. Oui, plaisir partagé. Aujourd'hui, on va aborder la sécurisation des routeurs. C'est un élément qui est quand même très important parce qu'on en a tous un à la maison. C'est l'espèce de porte d'entrée entre l'univers extérieur et notre réseau domestique, dans le fond, notre résidence informatique, si on veut l'imager. C'est un mal-aimé parce que la plupart des gens ne connaissent pas ou ne savent pas l'existence, ou en tout cas, s'ils savent, le connaissent peu. Généralement, ceux qui utilisent justement qui sont pas trop au courant utilisent même le Wi-Fi du même routeur qui est fourni par le fournisseur, souvent Bell, Vidéotron ou votre fournisseur Internet qui vous a donné l'accès comme ça. Et des fois, il y a un intérêt justement à aller creuser ces éléments-là pour augmenter la sécurité. Puis au moment de l'enregistrement, puis c'est un drôle de hasard parce qu'on l'avait planifié avant ça, il a été découvert que la débâcle LastPass, c'est justement un élément où le réseau domestique d'un des ingénieurs de chez LastPass était mal sécurisé et ça l'a remonté jusque dans les infrastructures de la compagnie. Donc c'est d'autant plus important avec l'élément de télétravail, notre énorme présence à la maison, que ces éléments-là soient bien compris, bien maîtrisés par les gens qui font beaucoup de télétravail justement pour atténuer le risque, puis que les entreprises prennent des moyens aussi pour aider leurs employés à atténuer le risque qui pourrait se faire. Je vais te laisser commencer avec ça. Ben certainement et avec plaisir. Et tu sais, moi, au début, en plein Covid, au début du Covid, je posais des questions à des gens en entreprise leur disant, est-ce que vous vous sentez plus en sécurité de travailler à l'époque au bureau? Est-ce que vous vous sentez plus en sécurité d'être à la maison maintenant? Et beaucoup de gens me disaient, je me sens plus en sécurité à la maison. Et je trouvais ça cocasse, justement, je trouvais ça intéressant, cette réponse, parce que, on pense être en sécurité, peut-être parce que on est dans un espace cloisonné, on est à la maison, on est dans nos choses, ou est-ce que c'est plus restreint peut-être qu'au bureau? Mais étonnamment, il y a des aspects comme au niveau de la sécurité du Wi-Fi à la maison, à la sécurité du routeur, ou est-ce que non, on n'est peut-être pas nécessairement autant sécurisé qu'on le pense. Donc la question à laquelle on veut répondre aujourd'hui, c'est est-ce que notre réseau Wi-Fi à la maison est bien sécurisé? Et sincèrement, s'il y a bien un équipement maître et super important lorsqu'il est question d'Internet, c'est bien ce fameux routeur-là. Quand on est connecté, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, on n'est pas directement connecté à Internet, on est connecté à notre routeur et lui est connecté à Internet et c'est lui qui transmet l'information en quelque sorte. C'est un intermédiaire. Et la question, c'est donc de savoir si mon routeur est bien configuré, s'il est bien sécurisé, parce que si quelqu'un accède à mon réseau, c'est là que je suis vulnérable et c'est là que tous les appareils qui sont à l'intérieur sont vulnérables. C'est pour ça qu'on dit que, puis on pourrait faire un épisode dédié au réseau Wi-Fi public, mais c'est pour ça qu'on dit souvent que ce sont des connexions qui sont plus ou moins sécurisées, qui sont même potentiellement dangereuses parce que en se connectant, on s'expose potentiellement à n'importe qui. Donc on va regarder quelques étapes aujourd'hui. On veut pas que ce soit trop technique, on veut que ça reste accessible, on veut que ça vous donne le goût et que ça pique votre curiosité pour aller jouer, en tout cas dans certains éléments. Et puis de toute façon, et moi vous m'entendez souvent le répéter, la sécurité c'est une étape à la fois. D'ailleurs, vous allez écouter cet épisode-là, vous allez peut-être ajuster quelques éléments, puis demain matin vous allez vous réveiller, puis vous allez être un ambassadeur de ces bonnes pratiques, ou est-ce que c'est vous dans votre entourage, vous allez dire hey, est-ce que t'as été changé tel mot de passe, t'as été changé telle pilule. Donc c'est vraiment ça notre objectif aujourd'hui. Alors déjà, les gens tombent un petit peu des nues quand je leur dis que un routeur, Internet à la maison, il y a 2 mots de passe qui sont importants. Tu as le mot de passe effectivement pour te connecter à ton Wi-Fi, donc celui que quand tu actives ton Wi-Fi, tu vois hop ton petit nom apparaître, le nom que tu as soit configuré, soit non, c'est celui d'origine, donc le Bell je sais pas quoi, Vidéotron je sais pas quoi, ou quelque chose qu'on aurait personnalisé, comme ma voisine, le nom de son Wi-Fi c'est Décris. Bon, ça invite à pas se connecter chez elle. Mais bref, un routeur, Internet à la maison, on a 2 mots de passe, celui pour effectivement se connecter au Wi-Fi, mais on a aussi celui pour se connecter à la console administrateur de notre routeur. Donc, je veux pas rentrer trop dans les détails non plus pour pas nous perdre à cette étape-ci. Puis on pourrait en faire une version plus visuelle aussi ultimement. Donc, on a cette console administrateur-là, que là, peut-être vous vous dites, c'est quoi ce bidule, c'est quoi ce bazar, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est tout à fait probable. Et en fait, les identifiants de connexion, très certainement, se trouvent à l'arrière de votre routeur. Donc, il y a un nom, un ID, un nom d'utilisateur. Il y a un mot de passe qui sont souvent par défaut. Des fois, c'est admin. Tu sais, nos fournisseurs, ils se cassent pas la tête plus que ça. Des fois, c'est écrit simplement en arrière du routeur. Donc, la première étape, c'est de se connecter à ce routeur-là.
pour ça, et tu m'interromps si jamais tu veux, Nicolas Loïc, à ce stade-ci, à ajouter des éléments aussi, mais pour ça, et là on ajoute une petite couche de complexité, il faut l'adresse IP du routeur pour se connecter à notre routeur. Une adresse IP, c'est une suite de chiffres. Par exemple, 192, quelque chose. Ça ressemble à ça. Et ça aussi, généralement, c'est écrit soit à l'endos de notre routeur, soit en faisant une petite recherche sur Internet. Adresse IP plus votre fournisseur Internet, vous allez le retrouver hyper facilement. À ce stade-ci, qu'est-ce que tu en penses déjà de mes petites étapes, Nicolas Loïc? Oui. Généralement, les fournisseurs modernes, tu parlais de Bell et Vidéotron, les équivalents en Europe aussi, ont tous un collant en arrière du routeur qui est fourni par le fournisseur qui doit donner le mot de passe du Wi-Fi et qui va donner le mot de passe justement de l'accès à la console, à l'endroit où qui nous permet de personnaliser cette console-là. Puis déjà là, tu as mentionné justement les noms qui sont diffusés pour le Wi-Fi. C'est un bel exemple de gens qui ont pris la peine de rentrer dedans et de personnaliser leur configuration, donc de mettre des éléments qui leur sont propres, que des personnes qui ont juste pris la configuration qui est là et ne sont pas cassés la tête plus que ça. Donc, que je vois dans mon entourage, puis tu dois en voir beaucoup des routeurs qui s'appellent, des Wi-Fi qui s'appellent Bell ou qui s'appellent Vidéotron, ou Helix dans certains cas, veulent dire que ces gens-là n'ont juste branché leur équipement, donc sont plus propices à des problèmes de sécurité parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'approprier la technologie qui est la leur, même si ça peut sembler compliqué. L'accès est quand même assez simple. Les interfaces, pas toujours nécessairement d'une très grande simplicité, mais quand même accessible par les gens. Puis c'est là où on va aller justement nous permettre de nous rendre ça un peu plus accessible comme chose justement pour qu'on puisse aller faire les petites modifications nécessaires pour permettre une meilleure sécurité et surtout dans un contexte de télétravail où on doit mieux séparer notre environnement de travail de notre environnement de, disons, loisirs et domestique. Alors, étape 1, mesdames et messieurs, c'est le moment où est-ce que vous prenez des petites notes potentiellement, sinon vous nous écrivez si vous en souvenez plus. Étape 1, on cherche sur Internet quelle est l'adresse IP de notre fameux routeur. Parce que là, on vous a peut-être motivé un petit peu plus à aller apporter des changements. Donc, étape 1, on tape sur Google, adresse IP plus le nom de votre fournisseur Internet. Ensuite, vous allez arriver dans un espace qui vous demande de vous connecter. Vous allez avoir besoin d'un identifiant, comme on le disait, vous allez avoir besoin d'un mot de passe. Et généralement, comme le disait Nicolas Loïc, ça se trouve sur un autocollant en arrière de notre boîtier, en arrière du fameux routeur. Et là, on va rentrer ces informations qu'on n'a potentiellement jamais changées et on va pouvoir rentrer dans notre fameuse console administrateur. Une fois qu'on est rentré, la prochaine étape cruciale, si ça a jamais été fait, c'est effectivement d'aller dans les réglages de sécurité, de changer le mot de passe qui permet d'accéder à la console administrateur. Donc, pas celle du Wi-Fi une fois de plus, mais vraiment celle pour rentrer, celle que vous venez juste de rentrer dans la plateforme que vous aviez aucune idée qu'elle existait auparavant. Ce mot de passe-là, on veut le changer, ultimement, pour renforcer la sécurité, pour, si quelqu'un est connecté à notre Wi-Fi actuellement, qu'il ne puisse pas rentrer dans cette console administrateur-là non plus. Donc, c'est dans les paramètres que ça se passe. On veut un mot de passe fort. Et puis, voilà, le côté administrateur, ce serait pas mal fait. Moi, je mets du pouce sur ce que tu disais, Nicolas Loïc, de changer aussi le nom de notre Wi-Fi en question, parce que, comme tu dis, ça en dit long sur quelqu'un qui l'a juste plugué puis qui roule avec et qui a peut-être moins sensibilisé à sa sécurité versus quelqu'un qui s'est donné la peine d'aller jouer dedans. Comme, prenez l'exemple de ma voisine, Decris, c'est un très très bon mot de passe. Moi, je sais que mon père était très créatif aussi quand j'étais plus jeune. Lui, c'était à la française, donc c'était connecte-toi ailleurs. Mais c'est un peu le même, la même idée. Donc voilà, mettez pas quelque chose qui vous relie. Tu sais, il y a des gens qui vont mettre leur nom, prénom. Mauvaise idée non plus, parce que n'importe qui se connecte au Wi-Fi va voir cette information-là. Puis c'est un peu comme le Bluetooth aussi. Moi, je déconseille toujours de mettre notre nom aussi, iPhone de Emeline, iPhone de... Non, mais soyez un petit peu plus undercover. T'sais. On parle pas tant de cybersécurité, quoique, on est plus dans la vie privée, mais quoique, quand même. Voilà, on renomme donc ce que je disais, on renomme notre Wi-Fi, de pas mettre quelque chose d'explicite, de pas mettre des informations personnelles, parce que ce nom est visible par tout le monde. Et autre étape, celle pour laquelle vous avez potentiellement cliqué sur cet épisode, changez dans le mot de passe de votre Wi-Fi maintenant. C'est parce qu'est-ce que c'est vraiment robuste. Et moi, l'exemple que je donne souvent par rapport à ça, c'est mon chum, il se souvient jamais des mots de passe du Wi-Fi. Fait quand on a un invité à la maison, c'est toujours, il se retourne vers Emeline puis il dit, Emeline, c'est quoi le mot de passe du Wi-Fi déjà? Puis si ma réponse, c'est, je te prends un exemple, c'est le nom de notre lapin avec un R majuscule puis notre année de naissance.
C'est pas un bon mot de passe, ça, parce qu'ultimement, il y a beaucoup trop d'éléments qui se rattachent à moi. Pour la petite blague, puis je pense que les gens qui nous écoutent depuis un moment le savent, mais j'ai effectivement un lapin qui s'appelle Rocket. Et c'est pas mon mot de passe de Wi-Fi, bien entendu, c'est pour l'exemple. Mais si je suis capable d'expliquer un mot de passe en moins de 20 secondes, c'est pas un bon mot de passe, parce que ça veut dire que ça renvoie à beaucoup trop d'éléments sur moi. On sait qu'on a un bon mot de passe quand on est mieux plutôt que de dire quel est notre mot de passe, puis que là, la personne en face, elle se trompe, elle change un caractère, puis que là, il faut recommencer 3 fois. Tu sais que t'as un bon mot de passe quand t'aimes mieux le taper au clavier de la personne directement. Ça va plus vite. Et là, ça me permet d'introduire une notion méconnue, mais très intéressante avec le routeur, c'est qu'on a la possibilité de se créer un réseau invité. Donc avec la même machine, avec le même équipement, avec le même routeur, j'ai la possibilité d'avoir 2 Wi-Fi différents, de me créer 2 Wi-Fi avec donc 2 noms différents et 2 mots de passe différents. Donc ça devient hyper intéressant, surtout dans un contexte de travail à la maison, avec le reste de la famille qui est avec nous, de pouvoir cloisonner, de dire moi je travaille sur une connexion sur un réseau que j'ai bien sécurisé, que j'ai mis un mot de passe robuste, puis j'en ai un deuxième qui a un mot de passe peut-être moins complexe parce que voilà, sinon c'est vous la personne qui êtes désignée pour le taper au clavier des invités à chaque fois, mais quand même quelque chose de pas évident non plus. Et là, pour les invités, pour la famille, pour peut-être si on a des appareils connectés, qu'est-ce que tu penses de ton côté, Nicolas Loïc, de ce type de fonctionnalité? Ben, oui, c'est essentiel. Même certains routeurs au plus haut de gamme vont permettre jusqu'à 3 réseaux, 2 réseaux personnels et un réseau invité en plus. Donc oui, puis même il y a des options dans les réseaux d'invités qui permettent d'isoler les invités entre eux autres, qui leur permettent justement de ne pas interagir ou de ne pas voir le réseau interne. Donc oui, c'est essentiel. Même les objets connectés devraient être sur ce réseau-là, plus que sur le réseau interne, justement parce qu'ils posent un certain risque, ou en tout cas quelque chose de similaire à ça. Puis c'est justement le fameux problème de saisir le mot de passe. Hein. Moi, je remarque que toi aussi, tu te fais haïr parce que les gens ont beaucoup de difficultés à le taper et finalement, ça devient toujours moi ou ce qui devient qui doit le saisir. Quoique mes enfants ont compris, fait que là, j'en vois généralement apparaître sur le réseau les appareils de leurs amis. Donc, bon, ils ont compris c'était quoi le mot de passe, mais il est suffisamment long et certaines complexités qui évitent le fait qu'on puisse le deviner. Puis une des stratégies, entre autres, c'est de rajouter des fautes d'orthographe dans ce qu'on met comme chose. C'est une façon qu'il y a de justement tromper les gens, parce que les gens vont essayer des mots standards, fait qu'au lieu de les écrire de façon correcte, c'est d'écrire de façon incorrecte. Donc à ce moment-là, on est capable de juste jouer sur des petites choses qui permettent de se souvenir. C'est ça l'essentiel, s'en souvenir, mais qu'il soit difficile à retrouver, mais séparer les choses. Moi, moi, je suis un professionnel dans le milieu, fait que c'est sûr que mes choses sont déjà réellement séparées au niveau filaire puis au niveau sans fil. Mais effectivement, d'utiliser ces petites fonctions-là dans les routeurs qui viennent, là, on parle de moyens qui n'amènent pas des frais supplémentaires qui sont disponibles dans les routeurs que les fournisseurs Internet nous donnent. Si on va aller plus loin, on va peut-être en faire une mention vers la fin, mais il est possible d'aller plus loin que ça si on est un peu plus aventureux. On a un petit peu de sous à mettre là-dessus justement pour aller plus loin, mais à la base, c'est une excellente stratégie de séparer les univers. Tu me fais rire parce que justement, mon chum m'a dit pas plus tard que la semaine dernière, à un moment donné, je sais plus pourquoi, et il m'a sorti cette phrase-là, mais avec beaucoup d'irritation. Il me dit « Oh, tu m'énerves avec ta cybersécurité, c'est toujours très compliqué. » Mais voilà, c'est le compromis à faire. Et puis je sais que je suis peut-être un peu intense parfois, mais tout de même. Je vais rebondir sur des éléments que tu as mentionnés parce que je trouve ça intéressant. Effectivement, dans un monde idéal, on voudrait que les différents types de connexions soient cloisonnés. Donc, dans un monde idéal, si votre appareil vous le permet, ça serait d'avoir un réseau distinct pour travailler, un distinct pour la famille, un distinct peut-être pour les invités, parce qu'on veut pas non plus mélanger tout ce petit monde-là. Si on a des appareils connectés, ils devraient être tout seuls et isolés eux aussi. Et ça me permet de faire le pont aussi au bureau. Au bureau, pareil, je vous recommande d'avoir 2 réseaux. Quand vous avez des invités, des clients, des partenaires qui viennent vous voir, ne leur donnez pas le mot de passe du Wi-Fi sur lequel vous travaillez, s'il vous plaît. Parce que c'est un mot de passe qui circule ensuite et tu sais, on sait jamais, quelqu'un pourrait revenir le soir, se connecter le soir depuis son auto et tu sais, on ne sait pas. Donc, c'est un élément que je voulais mentionner. Tu mentionnais aussi qu'il y avait la possibilité de cloisonner entre les invités.
Ça, je trouve ça hyper intéressant. Et puis pour rendre ça un petit peu plus concret aux yeux des gens qui nous écoutent, c'est un petit peu comme quand vous êtes potentiellement à l'hôtel. Alors, prenez pas tout ce que j'ai pour du cash, ça dépend vraiment, mais juste pour mettre une image que vous avez en tête. Et quand tu es dans un hôtel, dépendamment de l'hôtel, tu as deux types de moyens de te connecter au Wi-Fi. T'en as un où est-ce que tu vois dans ton téléphone, comme d'habitude, tu te connectes au Wi-Fi, tu mets le mot de passe quand il en a un, tu mets le mot de passe, mais que tout le monde a exactement le même mot de passe. Ça, c'est une façon. Et il y a une autre façon dans certains autres hôtels où est-ce que là, tu arrives sur un espace de connexion et il faut que tu mettes ton nom de famille, ton numéro de chambre. Mais là, il y a quand même plus un cloisonnement à ce moment-là. Donc, ça dépend comment c'est organisé en arrière et tout, mais je vais vraiment faire cette distinction-là entre les deux. Donc, je vais juste reformuler pour vous mettre un peu plus d'images dans la tête pour celles et ceux qui sont plus visuels. Donc, tu as celui où est-ce que tu vas dans tes paramètres, tu sélectionnes le Wi-Fi, tu mets le mot de passe, que tu sais que le mot de passe, c'est exactement le même pour tout le monde et même pour la chambre d'à côté. Versus t'as l'autre où est-ce qu'il y a un peu plus un effort de cloisonnement, un peu plus un effort où est-ce que faut que tu mettes ton nom de famille, faut que tu mettes ton numéro de chambre. Donc à ce moment-là, la probabilité que la personne de la chambre d'à côté, elle peut pas être connectée au même réseau en tant que tel. Donc voilà, c'est l'idée que je veux amener. Et pour celles et ceux comme nous qui sont un petit peu les nommés d'office pour les mots de passe de Wi-Fi, sachez que sur les téléphones, c'est possible d'aller dans nos paramètres Wi-Fi puis de générer un code QR. Tu sais, à la place d'avoir un invité puis que là faut mettre sur son téléphone à lui c'est quoi le mot de passe, tu peux générer avec ton téléphone en étant connecté à ton Wi-Fi à la maison. Tu fais juste cliquer dessus, puis là, ton téléphone te génère un code QR que ton invité peut scanner. Et donc, instantanément, c'est comme s'il avait mis le mot de passe, puis il se connecte. Et là, tu fais des gros yeux. Est-ce que ça te dit quelque chose ou Oui, mais c'est Android seulement. iPhone n'opère pas exactement comme ça. Je fais des gros yeux parce que c'est une technologie qui est un des deux univers. Dans l'autre univers, je ne sais pas à quel point ça, mais généralement, il y a d'autres structures de partage de mots de passe qui sont disponibles aussi, mais on est encore dans des univers qui sont cloisonnés malheureusement. Fait que si on est du monde qui sont plus iPhone, ça œuvre bien ensemble. Si on est plus Android, œuvre bien ensemble. Les deux, à ce stade-ci, ne se partagent pas une structure simple pour partager les mots de passe Wi-Fi. Ce qui est malheureux en soi, là, ça devrait être un standard puis ça va être universel, mais on est encore dans un univers cloisonné de ce côté-là. Ouais, pour des raisons de compétition plus que de sécurité, effectivement. Et je voulais amener une autre idée et j'ai hâte d'avoir ton propre point de vue par rapport à cette idée-là. C'est par rapport à l'emplacement du routeur. Moi, je pense que l'emplacement du routeur a potentiellement quand même une importance, même si, bon, on a de plus en plus une belle portée avec nos routeurs et que quand tu le mets dans une pièce, tu arrives à l'avoir dans complètement l'autre bout de la maison et tout, mais encore là, ça dépend des appareils. Moi, j'aurais plus, et en tout cas aussi bizarre et étrange que ça puisse paraître, un routeur placé près d'une fenêtre implique que le signal Wi-Fi il portera plus loin à l'extérieur versus si je le mets au milieu de ma maison, la personne qui est à l'extérieur à l'autre bout de la rue, il y a moins de chances qu'elle puisse capter le réseau, qu'elle puisse capter la portée en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses de ce point de vue-là? Est-ce que c'est quelque chose toi qui te stresse ou plus ou moins? Pour la portée du signal, oui, t'es mieux. Puis de toute façon, il y a des stratégies là, pour ça, plus vers le centre de la maison. De toute façon, c'est logique dans le sens où tu vas avoir une belle couverture dans ta maison. Déjà en partant, c'est pour ton propre bénéfice. Il faut comprendre que le réseau, le signal Wi-Fi est atténué à chaque fois qu'il traverse un mur. La force du signal se réduit. Donc, le plus que de murs vers l'extérieur, plus le signal est faible. Donc, moi, il y a de chances que quelqu'un dans la rue puisse le capter. Moi, encore pire, je suis dans une vieille maison, donc les murs sont beaucoup plus épais, fait que ça sort moins. Puis à certains égards, ça m'irrite parce que j'ai de la difficulté à avoir du signal Wi-Fi quand je suis sur mon terrain. Et Alex, bon, bref, ça a d'autres défis à ce moment-là. Mais oui, effectivement, le faire comme ça, puis généralement, de plus le mettre de façon à limiter on pourrait dire la fuite dans ce cas-ci, puis justement accentuer la qualité de la couverture qu'on a dans notre résidence. Là, il y a plusieurs stratégies qui peuvent avoir. Moi, j'en ai 4 routeurs, 4 bornes sans fil dans ma maison, puisque ma maison, la façon qu'elle est constituée, fait que le signal passe très mal dans ça. Fait que justement, je dois l'amener comme ça. Fait que j'ai des réflexions de couverture. Si on veut vraiment que le signal se rende pas loin et le mettre dans le sous-sol, va limiter énormément la portée, mais on n'aura pas beaucoup de couverture dans la maison incidemment, puisque le signal va être énormément atténué. Et plus on est en haut, plus le signal est diffusé loin.
Fait que donc, bref, oui, le plus au centre possible, pas le mettre sur le bord de la fenêtre, justement, pour pas que ça soit trop disponible dans la rue. Quoique, si on a un bon mot de passe, c'est pas un énorme enjeu, mais il vaut mieux réduire notre exposition parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Puis, les gens peuvent s'en prendre à notre routeur de façon continue. Parce qu'ils ont juste à être dans leur auto, ou même le voisinage, dépendant comme au centre-ville comme de Montréal ou de Québec, où le nombre de Wi-Fi qu'on voit dans notre entourage est énorme. Donc, il y a des gens qui n'ont rien à faire de leur chose, fait qu'ils peuvent justement prendre du temps et essayer de casser notre Wi-Fi. Fait que juste là, le mot de passe de notre Wi-Fi, fait justement de nous prémunir contre cet élément-là en limitant la capacité aux gens de se brancher sur notre réseau. Non, absolument. Mais bon, bah, ça me rassure. Je me dis, je dis pas juste des bêtises des fois. Et quand t'as des feelings, il faut écouter la petite voix à l'intérieur. Donc, ça fait du sens et ça appuie ce que je disais aussi. Donc, c'est bien parfait. Moi, ça faisait un petit peu le tour des idées que je voulais amener, de sensibiliser nos gens par rapport à tout ça. Mais avant de partir, tu voulais quand même nous parler d'une belle technologie qui était hyper accessible et hyper intéressante pour renforcer encore un peu plus notre sécurité à la maison. Oui, tout à fait. Ben, il y a quelques années, il y a une compagnie qui a été fondée, Firewalla, qui ont décidé de développer des routeurs et maintenant Wi-Fi aussi maintenant davantage, qui sont faciles de configuration pour monsieur et madame tout le monde, qui offrent justement des éléments de sécurité très importants et même rehaussés par rapport à ce qu'on a dans nos routeurs à la maison, qui sont fournis par les fournisseurs Internet. C'est-à-dire que là, on est capable d'avoir du filtrage web, au niveau, on a des VPN inclus, on a une panoplie de petits outils de sécurité très pratiques, justement, qui rehaussent encore davantage les éléments. On est capable de faire justement la segmentation, comme tu mentionné, est incluse. Même plus loin, si on veut se brancher en VPN, parce que je sais que tu en parles souvent, l'usage d'un VPN, dans le cas, le meilleur usage d'un VPN, c'est de se rebrancher à la maison, parce que là, on est en ancien contrôle, au lieu de se brancher avec un fournisseur comme NordVPN ou ProtonVPN, par exemple, qui sont des fournisseurs externes qui sont pas dans un cas à la maison. Fait que cette technologie-là permet ça facilement. Ça demande un petit effort de transfert, de changer le routeur qui est fourni par notre fournisseur par le nôtre. C'est celui qui est de Firewall dans ce cas-ci, ou il y a d'autres compagnies qui le font, et justement qui offrent des interfaces sur le téléphone, des interfaces web très faciles d'accès. Et puis même dans le cas de Firewall, il est principalement sur le téléphone, l'interface. Donc, on fait le pairage, on met les affaires, on configure, il nous amène à le configurer correctement. Puis justement, à chaque évolution du logiciel, parce qu'il est quand même assez récent puis il évolue assez vite, il rajoute du filtrage et c'est sur les sites malicieux, par exemple, ce qu'on n'a pas normalement. Fait qu'en petite PME, c'est très pratique. Puis même à la maison, si on a des enfants, mais justement limiter l'exposition de notre réseau domestique à des menaces qui sont comme ça, parce qu'il y a des éléments de sécurité inclus à même le routeur. On a une petite console qui nous permet de voir qu'est-ce qu'il y en est. On peut, si on est au niveau contrôle parental, si on désire aller dans cette section-là, on est capable d'inclure des éléments comme ça. Et donc, on est quand même plusieurs facettes très intéressantes et c'est toujours accessible par monsieur et madame tout le monde. C'est pas super compliqué. Il faut juste savoir comment démarrer, mais après ça, l'interface est super simple. J'aime beaucoup le produit, je l'ai testé, puis j'utilise, entre autres, mon serveur VPN à la maison, ben, c'est celui-là qui me sert justement sur mon téléphone, sur mes appareils. Quand je me branche sur un Wi-Fi public, automatiquement, ma connexion se lève sur mon VPN à la maison. Donc, à ce moment-là, je suis toujours dans un contexte de réseau sécurisé, peu importe où je me trouve sur la planète, parce que je voyage un peu. Donc, à ce moment-là, je suis toujours dans un contexte qui me permet de protéger mes informations. Ben, peu importe dans quel réseau je suis, mais ça me permet, puis c'est pas très dispendieux comme équipement. Envisager, ça en est un. J'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup joué avec ça. Je sais qu'il y en a d'autres produits de même nature qui existent. Magasinez un peu, demandez à votre entourage des gens en TI ou demandez-nous à Emeline ou à moi. On a quand même une certaine connaissance sur ces produits-là qui nous permettent justement de nous faciliter la vie et qui augmente notre sécurité. Puis c'est important dans un contexte où on est de plus en plus exposé. Je pense pas que le télétravail va arrêter. Je pense qu'on a stabilisé. Là, on a arrêté au moment où on enregistre. Là, il y avait, disons, il y a un an encore des débats hybrides, tout ça comme ça. Puis je pense qu'on est pas mal dans un état où c'est stabilisé, où c'est gagné. On va rester pour les gens qui l'ont le télétravail, ben ça va continuer comme ça. Donc justement,
de se prémunir, de se faire comme ça. Pour les employeurs, les PME ou même les grandes entreprises, bien, assurez-vous que vos employés mettent ce genre de mesures-là à la maison aussi, puis à la limite, fournissez-le les outils pour les aider à se sécuriser à la maison, que ce soit à travers un équipement comme ce que j'ai mentionné ou d'autres. Je sais que des grandes compagnies fournissent des petits équipements qu'on peut faire ça aussi, gérés par l'entreprise cependant, mais quand même qui permet une sécurité qu'on protège davantage les informations de notre entreprise, même si les personnes sont dans leur résidence. C'est un peu le tour de ces éléments-là. Je mettrai le lien dans les show notes. Sinon, posez-nous des questions à ce titre-là. On est très accessible. Emeline, d'ailleurs, Emeline plus que moi, très accessible. Donc, justement, de communiquer avec nous, puis on va être capable de peut-être guider les choix à faire de ce côté-là. J'aime beaucoup le dernier point que tu as amené, de dire si on est nous-mêmes dirigeants d'une entreprise, d'une PME, de pas laisser cette question non répondue, puis de la laisser dans l'univers en attendant adviendra ce que pourra. Non, prenons les devants et outillons ou au moins posons la question ou faisons à l'interne un petit tutoriel pour aider nos équipes à aller jouer là-dedans. Et moi, je connais une entreprise qui n'est pas une si grosse entreprise non plus, mais qui avait qui avait vraiment rémunéré, ça se dit, oui, c'est ça, ou rémunéré, je sais plus, en tout cas, des fois, mes mots, en tout cas, qui avait fait venir un technicien chez chacun de ses employés pour s'assurer que le réseau à la maison était bien configuré. Mais j'ai trouvé ça génial. Je trouve que, en tant qu'employé aussi, tu te dis, waouh, mes boss, ils en veulent pour ma sécurité. Puis, après, il y a des gens qui sont un peu plus parano qui disent, maintenant, il y a des petits espions partout dans ma maison qui surveillent tout ce que je fais. Mais, quand les choses sont bien faites, quand les choses sont bien cloisonnées, quand on se connecte au réseau approprié pour travailler, puis qu'on se connecte sur notre réseau habituel pour d'autres choses. Voilà, ça c'est utile et c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui se soucient de notre sécurité. Mais voilà, j'espère qu'on vous a quand même sensibilisé un petit peu plus sur cette question. C'est pas une question où on parle souvent. Elle est intéressante parce que je trouve que c'est une sécurité où est-ce qu'il y a quelque chose de tangible et de physique auquel on peut toucher versus des fois d'autres éléments qui sont un petit peu plus virtuels puis que c'est un peu plus difficile à matérialiser. Mais là, vous avez un équipement à la maison que vous pouvez toucher, vous pouvez dépoussiérer de temps en temps, mais qu'on peut en tout cas toucher et qui est tangible. Donc voilà, c'était les petits éléments qu'on voulait amener. Puis comme Nicolas Loïc disait, on se rend hyper disponible pour répondre aux questions. On avait eu un beau commentaire d'ailleurs sur LinkedIn dernièrement sur un de nos épisodes. Donc c'est le fun de voir que les gens nous écoutent et qu'en plus ils challenge ou ils posent des questions par rapport à des éléments qu'on dit. Et on se dit que voilà, on parle pas à l'univers, mais qu'il y a bel et bien des gens et des humains derrière qui nous écoutent. Absolument, mais merci énormément. C'est toujours très instructif. Je te dois quand même la sélection des sujets qui sont très intéressants et très pertinents. Donc, on va continuer. Puis justement, les interactions ont commencé à apparaître sur LinkedIn dans ce cas-ci. Donc, gênez-vous pas. On est très disponible à ce niveau-là. Puis, on aime les challenges un peu. Celle-là, c'est qu'aussi, il y a eu comme quelques questions. Puis, oui, c'est pertinent. Nous, des fois, nous n'avons pas nécessairement la bonne réponse quand ça, ou l'élément en sécurité aussi qui est très important, c'est très contextuel. Donc, des fois, on en parle dans un contexte défini X et qui n'est peut-être pas représentatif. Donc, venez nous challenger. On va préciser par rapport au contexte dans lequel que vous êtes. Et en plus, il arrive régulièrement que les technologies avancent. Je pense que quand on avait fait l'épisode sur les alternatives à Google, entre autres, peu de temps après, Google avait rendu disponible des éléments de sécurité supplémentaires qui étaient très pertinents. Donc, j'avais rajouté les commentaires sur cet épisode-là justement pour qu'on puisse éclairer les décisions associées à ce genre de choses parce que ça évolue vite. Eh bien, un gros merci et au plaisir de se retrouver très rapidement pour cette section PME. Merci.